Une vague de patriotes européens rassemblés autour de Marine Le Pen commence à faire vaciller les certitudes de Bruxelles et de Paris. Dans les couloirs feutrés de l'Union européenne, les élites observent cette coalition inattendue avec une nervosité à peine dissimulée. Les sanctions pleuvent, les tentatives d'isolement s'intensifient et les avertissements se multiplient. Pourtant, ceux qui se présentent comme les défenseurs inflexibles des nations, des figures comme Viktor Orban ou Giorgia Meloni, ne montrent aucun signe de recul. Au contraire, ils avancent avec l'assurance de dirigeants persuadés que céder n'a jamais fait partie du plan. Au contraire, ils unissent leurs forces avec une détermination farouche et contre-attaquent par une alliance historique qui ébranle Paris et Bruxelles dans leurs fondations les plus profondes. Il y a seulement quelques jours, le 7 novembre 2025, Viktor Orban et Giorgia Meloni ont fait trembler l'Europe en bloquant 65 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine, gelés dans un limbo politique. Pour l'Ukraine, ce n'est pas qu'un revers, c'est une révélation de la fragilité de l'unité européenne. Pour Bruxelles, ce n'est pas seulement surprenant, c'est dévastateur, car cela révèle une vérité que les bureaucrates n'ont jamais voulu admettre. Le consensus sur la guerre en Ukraine s'effrite. Et voilà deux leaders, pas des figures marginales ou des politiciens de frange, mais des chefs de gouvernement disant tout haut ce que des millions d'Européens murmurent dans leur cuisine et leur café, « Assez, c'est assez ». C'était le début de ce que les commentateurs appellent maintenant un séisme politique, un événement qui pourrait remodeler l'Union européenne telle que nous la connaissons. L'ampleur du veto d'Orban ne peut être surestimée. 65 milliards d'euros. Le montant déjà promis par Bruxelles à l'Ukraine n'était pas qu'un chiffre symbolique. C'était la bouée de sauvetage sur laquelle Kiev comptait pour maintenir son économie à flot et son effort de guerre en vie. Quand Orban a freiné net, Bruxelles s'est retrouvée dans une panique qu'elle n'avait pas connue depuis des décennies. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s'est précipitée pour condamner ce geste comme inacceptable, mais le mal était fait. Derrière des portes closes, les diplomates murmuraient le chaos. Et si d'autres leaders suivaient l'exemple de la Hongrie? Et si la grande image de la solidarité européenne n'était rien d'autre qu'une illusion soigneusement fabriquée, prête à s'effondrer d'une seule poussée décisive? La peur était justifiée. Orban avait longtemps été vu comme un fauteur de troubles dans les couloirs de l'EU. Un homme prêt à utiliser son pouvoir de veto. Les enjeux étaient différents. Bloquer les quotas migratoires ou les accords énergétiques, c'était une chose. Arrêter des milliards d'aides en temps de guerre, c'en était une autre. Cela laissait Kiev non seulement à la recherche de fonds, mais aussi en train de se demander si ses soutiens les plus importants perdaient la volonté de continuer. Orban avait transformé la guerre en un outil de marchandage. Et, en faisant cela, il démontrait que le pouvoir de l'EU, si souvent présenté comme incassable, reposait sur des fondations fragiles. Le veto n'était pas qu'un geste hongrois, c'était un tonnerre à travers le continent. Ce qui rend la manœuvre d'Orban encore plus intrigante, c'est la façon dont il s'est délibérément positionné comme l'outsider de l'Europe, soignant les apparences. Un appel téléphonique d'1 heure avec Vladimir Poutine, juste assez long pour faire les gros titres et déstabiliser ses collègues de l'EU. Puis, presque comme pour équilibrer les échelles, ou peut-être pour aiguiser la provocation, Orban s'envole pour Mar-a-Lago, rencontrer Donald Trump, l'ancien président américain qui n'a jamais caché son scepticisme sur l'OTAN et les engagements étrangers sans fin. Ces mouvements ne sont pas accidentels. Ce sont des signaux calculés pour montrer que la Hongrie ne joue plus selon les règles de Bruxelles. Dans son récit, la Hongrie n'est pas un petit État pliant devant la volonté des grandes puissances. C'est une nation souveraine, défiant de front une bureaucratie de 500 millions d'habitants. Pour Orban, il s'agit d'envoyer un message. L'obéissance aveugle aux décrets de l'EU est terminée. Une guerre sans fin n'est pas une priorité nationale. En se liant symboliquement à des figures comme Poutine et Trump, Orban projette la Hongrie comme un pont entre des mondes concurrents, Est et Ouest, establishment et populisme. Les critiques l'appellent imprudent, l'accusant de trahir les valeurs européennes. Les soutiens l'appellent pragmatique, voire héroïque, pointant son insistance sur le fait qu'aucun enfant hongrois ne devrait mourir dans une guerre étrangère. De toute façon, Orban s'est transformé d'un homme fort domestique en un perturbateur continental, forçant l'Europe à le regarder non comme une nuisance, mais comme l'homme qui pourrait changer entièrement le jeu.
En Hongrie, la défiance d'Orbán n'est pas tombée du ciel. Elle a atterri sur un terrain fertile. Les sondages révélaient une tendance frappante. Seulement une minorité de Hongrois soutiennent encore l'Union européenne, le taux d'approbation le plus bas depuis leur adhésion. Pour Orbán, ce n'était pas qu'une statistique, c'était de la munition. Il a encadré sa résistance à Bruxelles comme un acte de loyauté envers le peuple hongrois, une façon de défendre leur souveraineté contre ce qu'il décrit comme un super-État envahissant. Et son timing était tranchant comme un rasoir. À un moment où l'inflation mordait les salaires, où les coûts énergétiques montaient en flèche et où les familles ordinaires luttaient avec les réalités de la guerre se répandant à travers l'Europe, Orbán a élaboré un récit qui résonnait. Nous ne serons pas sacrifiés sur l'autel des ambitions géopolitiques de quelqu'un d'autre. C'est ainsi qu'il a transformé un veto défiant le consensus de l'EU sur l'Ukraine. Orbán n'isolait pas la Hongrie. Il reflétait le scepticisme croissant à travers une grande partie du continent. Chaque titre sur son veto rappelait aux Hongrois que leur leader tenait ferme tandis que les autres pliaient. C'était du théâtre politique avec des conséquences très réelles. Et cela prouvait qu'Orbán avait maîtrisé l'art de transformer le mécontentement national en perturbation continentale. Le veto n'était donc pas seulement sur l'aide. Il s'agissait de redéfinir la place de la Hongrie en Europe, passant de suiveur à rebelle, d'un petit pays à la périphérie, au centre nerveux de la résistance contre Bruxelles. Pourtant, Orbán n'était pas seul dans cette rébellion. Entre Giorgia Meloni, la première ministre italienne, dont l'esprit vif et le ton sans excuse donnaient à cette alliance émergente une toute nouvelle dimension, imaginez le moment. Debout devant les caméras, Meloni a raillé Emmanuel Macron, le président français, et a réduit en miettes sa vision d'une armée européenne d'un seul coup rhétorique. La Russie a 3 millions de soldats, a-t-elle dit. Combien l'Europe en enverra-t-elle? Le silence qui a suivi était assourdissant, du genre qui persiste longtemps après que les mots se sont estompés. Ce n'était pas juste une ligne astucieuse, c'était un poignard visant le cœur des fantasmes stratégiques de l'Europe. Le clip a explosé en ligne, accumulant plus de 10 millions de vues en 1 heure, se répandant sur TikTok et X comme un feu de forêt. Les commentaires affluaient. Enfin, quelqu'un disait la vérité. Du jour au lendemain, Meloni passait d'être peinte comme une outsider de droite à une héroïne de la résistance. Une leader osant exprimer ce que des millions pensaient mais pouvaient à peine articuler. Son message était clair. L'Europe n'a ni les hommes, ni l'argent, ni le mandat pour mener une guerre contre la Russie. Prétendre le contraire n'est pas de la bravoure, c'est du suicide. Ce moment l'a élevé en un symbole de défiance. La femme qui a tenu tête à Macron et a percé les grandes illusions de l'EU. Pour les Italiens luttant avec des prix en hausse et une croissance stagnante, ces mots ne sonnaient pas radicaux, ils sonnaient réels. Et cette authenticité est ce qui l'a rendu non seulement une figure politique, mais une icône dans la bataille pour l'avenir de l'Europe. Le moment où Orbán et Meloni ont trouvé un terrain d'entente, l'histoire est passée d'une défiance isolée à quelque chose de bien plus menaçant pour Bruxelles. Un axe potentiel de résistance, Rome et Budapest, 2 capitales avec des histoires, des cultures et des paysages politiques très différents, se tenaient soudain épaule contre épaule, unis non seulement par l'idéologie, mais par un but commun. Pendant des décennies, l'Union européenne a prospéré sur l'assumption que ses plus grands membres, la France, l'Allemagne et l'Italie, agiraient de concert pour diriger le bloc en avant. Le pivot inattendu de l'Italie a brisé cette certitude. Meloni, leader d'un des plus grands États contributeurs nets de l'EU, a clairement dit que l'Italie ne se laisserait pas intimider pour subventionner ce qu'elle appelait les rêves géopolitiques de Paris et Berlin. Les contribuables de son pays, argue-t-elle, portaient déjà un fardeau trop lourd, faisant face à une inflation record, à des prix énergétiques punitifs et à une économie qui semblait coincée au point mort. Orbán, pendant ce temps, offrait le récit idéologique. La Hongrie ne verserait pas le sang de ses enfants dans la guerre de quelqu'un d'autre. Ensemble, ils créaient un coup de poing 1-2 que Bruxelles ne pouvait pas contrer facilement. La Commission européenne proposait un autre paquet d'aide de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine, espérant réaffirmer la solidarité. Mais Orbán et Meloni ont claqué le veto, secouant les fondations de l'unité, soi-disant, que les leaders de l'EU aimaient parader. Pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, 2 États centraux défiaient ouvertement Bruxelles à l'unisson, exposant la fragilité du système, ce qui avait semblé impensable 1 an auparavant.
Rome s'alignant avec Budapest contre Berlin et Paris était maintenant une réalité politique, et les effets d'ondulation ne faisaient que commencer. Ce qui rendait la position de Mélanie encore plus explosive, c'était sa capacité à la formuler non en termes froids de politique, mais en langage humain qui touchait une corde sensible chez les Européens ordinaires. Elle dépouillait les abstractions d'autonomie stratégique et de sécurité collective et parlait plutôt de l'impossibilité pure pour l'Europe de rivaliser avec la Russie sur le champ de bataille. La Russie a 3 millions de soldats, disait-elle bleutement. Combien l'Europe en enverra-t-elle? Avec cela, elle exposait ce que tout le monde suspectait déjà. Une armée européenne rêvée par Macron et murmurée à Bruxelles était une fantaisie politique frôlant la folie. Pousser l'Europe dans ce genre de confrontation serait, en ces mots, un suicide politique. Les Italiens luttant avec des factures d'épicerie en hausse, des coûts de chauffage qui explosent et un avenir économique incertain n'avaient pas besoin d'être convaincus. Son rejet de la grande stratégie de Macron résonnait avec leur frustration quotidienne. Et à travers le continent, les gens commençaient à la voir moins comme une leader d'extrême droite et plus comme une voix de santé mentale dans un paysage politique dominé par des promesses élevées et des paris dangereux. Les clips viraux de ces échanges avec Macron ne divertissaient pas seulement. Ils validaient un scepticisme répandu. Pour des millions d'Européens, voilà enfin quelqu'un disant ce qu'ils criaient eux-mêmes à leurs écrans de télévision. L'Europe ne peut pas et ne devrait pas jouer à être une superpuissance militaire. Avec chaque morsure sonore, Mélanie sculptait une image d'elle-même comme l'anti-bureaucrate, la première ministre du peuple, prête à embarrasser l'élite européenne si cela signifiait dire des vérités inconfortables. Et dans le processus, elle positionnait l'Italie non comme un suiveur silencieux, mais comme un joueur défiant, réécrivant les règles du jeu européen. Lorsqu'Orban et Mélanie enfonçaient leurs talons, quelque chose de remarquable commençait à se produire au-delà des couloirs du pouvoir. Les rues de l'Europe commençaient à résonner de leur défiance. À Berlin, des foules se rassemblaient sous des bannières exigeant la paix. Et en politique, la perception est souvent plus puissante que la réalité.